Merci Christelle. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger. Je suis quand même du genre à bouger un petit peu. Vous m'entendez? Hmm. Avant d'intervenir, là, j'étais en train de me relier à vous. Et de me relier à vous à partir du cœur. Et oui, je suis même ému. Parce que j'ai la chance, il y a 7-8 ans, quand j'ai décidé de changer de vie, d'avoir réouvert mon cœur. Et je crois que du cœur, il va nous en falloir. Parce que je me mets à votre place depuis ce matin, avec tout ce qu'on entend sur ce chantier extraordinaire qui est devant nous, ce changement de civilisation, ce changement de modèle, ce changement de dogme, ce changement de schémas mentaux que nous devons opérer. Il y a un chantier intérieur qui est énorme à faire à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et puis il y a un chantier extérieur aussi qui est énorme. Et donc je pense que pour ça, on va avoir besoin de courage. Et courage, ça vient de, étymologiquement, cœur et agir. Je pense que nous allons avoir besoin de commencer à réapprendre à agir à partir du cœur. Et moi, il y a une chose qui m'aide pour réapprendre ou me reconnecter sur la zone du cœur, c'est me brancher sur mes enfants. J'étais sensible à Virginie qui disait aussi, il y avait quelque chose comme ça. Et c'est ce qui, à moi, a occasionné ma bascule de vie. Et je me mettais à votre place et je me disais, mais bon sang, devant effectivement l'énormité de la tâche, comment je fais moi? Je vous imagine dans vos rôles, dans vos responsabilités. Par où je commence? Par où je commence la transformation de mon environnement? Où est-ce que je trouve en moi la force de faire ça? C'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Les découvertes que j'ai faites depuis un certain nombre d'années en accompagnant des hommes et des femmes qui ont décidé de se hisser à la hauteur des enjeux de notre époque. Des hommes et des femmes de l'entreprise, des organisations privées, publiques, qui ont emprunté un chemin invisible, ça ne se proclame pas sur les toits, mais qui a été un chemin d'intériorité qui leur a ensuite permis de s'engager de façon assez incroyable pour déplacer des montagnes, un petit peu à l'image d'Emery que vous venez d'entendre. Donc c'est sur cette partie immergée l'iceberg que j'ai envie d'attirer votre attention avec une intention qui serait que vous repartiez de ces quelques minutes avec peut-être de l'espoir, peut-être une ou deux clés, et puis peut-être de la joie même, pourquoi pas. Parce que s'il y a une chose que j'ai découverte dans ce chemin spirituel qui est disponible aujourd'hui pour chacun d'entre nous ici présents, s'il y a une chose que j'ai découverte, c'est que ce chemin, il amène de la joie. Ce chemin d'engagement, ce chemin de révolution intérieure, ce chemin d'engagement sociétal aussi, de courage, souvent, il y a de la plénitude, souvent, il y a de la joie. Et si on portait un regard un petit peu différent sur ce qu'on a vu depuis ce matin? Si on portait un regard pour se dire, et si finalement cette crise que nous traversons, et la crise de Covid est peut-être celle qui nous confronte le plus directement à nos incohérences, celle qui nous confronte peut-être le plus à nos vies, si on se disait que cette crise, elle avait une dimension spirituelle, si on se disait que cette crise, elle était peut-être essentiellement et d'abord spirituelle. Et je crois qu'à cet égard, le confinement que nous avons vécu les uns et les autres nous a confrontés effectivement à nous-mêmes, nous a confrontés à nos vies, nous a confrontés à la mort. Si je suis confronté à la mort, je suis confronté à la vie. Si je ne suis plus dans la capacité d'aller dans mes routines habituelles, d'aller au travail comme je le faisais, il y a quelque chose qui déraille. Il y a quelque chose du monde qui a déraillé, qui nous a confrontés à qui nous sommes. Et je crois qu'il y a une chose que nous partageons tous ici, c'est une certitude même, c'est que nous sommes tous des êtres humains. Êtres humains. Nous ne sommes pas des avoirs humains. Nous ne sommes pas des fers humains non plus. Nous sommes des êtres qui nous posons des questions, et nous sommes des êtres, on va le voir aussi, qui avons un certain nombre de capacités à pouvoir se connecter à plus grand que nous. Et ce dont je vous parle maintenant, c'est vraiment de cette capacité que nous pouvons mobiliser, peut-être dès maintenant, dès aujourd'hui, à la sortie de cette pièce, pour vous aussi rentrer dans la danse de tous ces gens que j'ai pu rencontrer, qui se disent, et qui sont acteurs du changement, et qui y trouvent une joie extrêmement importante. Ça, c'est les travaux effectivement d'Otto Scharmer que Christelle a évoqués. Alors si vous arrivez, c'est pas la peine, pas grave si vous ne lisez pas les détails, mais c'est intéressant que cet homme-là, donc qui travaille au MIT à Harvard, a essayé de poser un regard différent sur la crise que nous vivons. Et lui, il est parti effectivement d'un principe quand même qui était de se dire comment est-ce qu'on arrive à une situation planétaire dont personne ne veut? Quels sont les mécanismes qui font que nous arrivons à l'état de mise en abîme dans lequel nous sommes aujourd'hui? Et un de ses présupposés de son travail, c'était de dire, et c'est toujours le cas, c'est de dire que l'intelligence rationnelle ne suffit plus.
nous n'avons plus les capacités d'appréhender la complexité du monde. Et on l'a vu tout au long de la journée. Je pense qu'à certains moments, comme moi, vous avez ressenti peut-être que là-haut, ça commençait à chauffer, que ça m'échappait. Et que si ça m'échappait, ça allait être compliqué de poser un cap, de dire où je vais et d'engager une transformation dans mon entreprise. Et donc Charmer s'est intéressé à la face immergée de l'iceberg. Et il nous dit qu'il y a 3 fractures aujourd'hui qui peuvent expliquer les raisons pour lesquelles nous nous trouvons collectivement, au niveau mondial, dans la situation dans laquelle nous sommes. La première fracture, on l'a vu, on en a parlé tout au long de la journée, c'est une fracture de moi avec la nature. C'est le fait finalement qu'en tant qu'être humain, à un certain moment donné dans notre histoire, nous sommes positionnés au-dessus de la nature. On peut estimer que ça part au niveau du paléolithique. C'est-à-dire que nous comportons aujourd'hui comme étant séparés de la nature et donc nous piochons finalement cette nature et nous la pillons et puis nous reversons également nos déchets. Et donc vous voyez qu'il y a une déconnexion ici qui est tellement importante qu'on la nomme comme quelque chose d'extérieur. On appelle ça l'environnement. Quand vous vous adressez, quand vous regardez les cultures des peuples premiers, quand ils parlent de la nature, en fait, ils n'ont pas de mots pour la nature. Ils sont la nature. Nous faisons partie de la nature. Nous sommes des êtres vivants et nous appartenons à la nature. Donc c'est cette première fracture qui est de se dire où est-ce qu'on se positionne par rapport à la nature. La deuxième fracture, et on l'a évoqué aussi aujourd'hui, on l'a évoqué notamment dans la disproportion d'émissions du carbone, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire 1%, c'est un chiffre que je ne connaissais pas, 1% aujourd'hui des plus riches émettent 50% du carbone. Il y a aujourd'hui une disproportion dans les répartitions des recherches qui est tellement importante quand on voit, vous avez vu cet été, que certains vont faire du tourisme spatial quand il y a presque encore aujourd'hui 1 milliard d'individus qui se lèvent le matin et qui ont besoin de 2 $ pour vivre et qui se demandent comment ils vont les trouver. Nous sommes dans un niveau de fracture à l'autre, et cette fois c'est la deuxième fracture de moi avec l'autre qui est extrêmement important. Mais la troisième fracture, celle qui nous intéresse ici, c'est peut-être la plus subtile, c'est peut-être celle qui est la racine de tout. C'est la fracture de moi avec moi. La fracture de chacun d'entre nous avec qui il est vraiment. La fracture de nous-mêmes avec l'être spirituel que nous sommes. Et alors vous connaissez cette phrase d'Einstein qui dit « Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré ». Et je crois qu'une façon de changer le niveau de conscience, c'est justement de reconvoquer cette dimension spirituelle qui est en nous. C'est de la reconvoquer et c'est d'oser aussi sortir d'un certain nombre de tabous dans lesquels nous sommes pris. Alors c'est très vrai en France, je pense que c'est vrai aussi en Belgique, c'est-à-dire des tabous qui disent que le spirituel, il ne faut pas en parler en entreprise, des confusions également avec la religion. Et en faisant ça, quand nous sommes dans ce tabou-là, finalement, nous nous privons d'une partie essentielle de nous-mêmes, qui est cette capacité à nous poser des questions et à nous connecter à plus grand que nous. Alors je vais vous lire la phrase de Victor Hugo, parce que ce piège dans lequel nous sommes tombés, effectivement, peut-être qu'il date déjà de l'ère industrielle. Il n'est pas notre responsabilité à nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Victor Hugo? Il nous dit « La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, je dirais même de courber l'esprit des hommes vers la recherche de biens matériels. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste, le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là et seulement là que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent avec la société. » Je crois qu'aujourd'hui, une des choses que nous pouvons offrir aux générations qui viennent après nous, non seulement, bien sûr, c'est d'être dans le faire et de faire notre part, de leur faire à courte échelle sur le plan de la matière, sur le plan de la façon dont nous allons œuvrer, trouver des solutions, changer nos organisations pour trouver des solutions par rapport à la situation. Mais il y a aussi une deuxième responsabilité que nous avons, c'est celle de renouer avec notre part spirituelle. C'est celle de semer des graines comme moi, par exemple. Ma mère a fait quand elle était toute petite, quand elle m'a proposé de méditer, j'avais 8 ou 9 ans. J'ai médité 5 minutes, comme le font la plupart des enfants, mais elle avait semé une graine. Je crois que nous sommes nombreux ici à avoir des enfants. Je vous invite là, dans ces quelques minutes qu'on partage, à les convoquer. Juste là. Connectez-vous à eux. Imaginez qu'on est tous ensemble autour d'un grand feu, on fait venir nos enfants et on pense le monde. On essaie de sentir où est-ce qu'on pourrait aller. Et je vous invite à faire ce chemin, du coup, que nous enseigne ce maître qui est toujours vivant, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. C'est un maître zen. Il nous dit finalement, est-ce que le plus grand chemin de notre époque ne ferait pas 30 cm? Est-ce que le plus grand chemin de notre époque, ce ne serait pas de descendre de la tête au cœur? Parce que nous avons cette responsabilité-là. Et dit autrement, par rapport, on pourrait le dire avec des métriques économiques, moi vous voyez que j'ai décidé d'être radical depuis
quelques années dans ce que je fais. Radical, ça veut dire aller à la racine des problèmes. Ça ne veut pas dire être dans l'extrême, ça veut dire d'être allé à la cause de tout, finalement, les maux auxquels nous nous trouvons peut-être confrontés aujourd'hui. Et nous avons une responsabilité aujourd'hui, c'est d'opérer la mutation de nos organisations pour qu'elles contribuent davantage au bien commun. Et le dire autrement, c'est de dire que nous avons aussi la responsabilité de mettre cette économie au service de la guérison de la planète et du respect du vivant. Et ça nous amène à parler leadership. Parce qu'évidemment, cette transformation qui est radicale, elle va avoir besoin d'une nouvelle génération de leaders. Et là, c'est intéressant de se poser la question de ce que c'est qu'un leader. On pourrait dire certains le sont, on est tous leaders ici. Moi, il y a une phrase qui m'a vraiment bousculé quand j'ai commencé à faire ma mue. J'étais chef d'entreprise et puis je me suis approché de la quarantaine. Et à la quarantaine, c'est venu cogner en moi. Il y a deux lames qui sont venues cogner en moi, deux effets qui m'ont pris aux tripes, qui m'ont tellement pris aux tripes que j'ai fini par vendre ma société et tout arrêter et me mettre en jachère pendant 1 an. La première chose, c'est quand je regardais mes enfants qui étaient petits à l'époque, j'avais le sentiment que je ne faisais rien pour leur avenir. Et la deuxième chose, c'était que j'avais le sentiment que je n'étais pas capitaine de ma vie. Et j'ai même cette expression-là que j'avais entendue, que j'ai trouvé très belle, qui est venue résonner très fortement avec mon histoire personnelle. Cette question, je vous la pose. Vous pouvez prendre quelques secondes de réflexion. Êtes-vous pleinement vivant ou êtes-vous en train de passer au large de votre vie ? Et je crois que se poser la question du vivant est essentiel. Et le vivant, il commence là, maintenant, dans votre présence. Vous pourriez vous connecter à votre souffle et déjà peut-être renouveler quelque chose de l'ordre de l'instant, et de la connexion à vous et de la connexion à ce qui est vraiment essentiel. Nous allons avoir besoin de leaders qui remettent du vivant dans les organisations. Et pour remettre du vivant, pour mettre du rêve, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il faut d'abord être vivant soi-même. Donc on a besoin de leaders aujourd'hui qui vont incarner cette dimension-là, remettre du vivant dans les organisations. Et qu'est-ce que c'est qu'un leader ? Là où vous l'avez vu, on peut être tous leaders, on est tous leaders. D'ailleurs, dans des pans de nos vies, on est leader, puis parfois on s'interdit de l'être dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui va me permettre quel type de leader on peut avoir ? On a en tête cette idée du leader qui embarque les autres. C'est bien, on a tous envie d'embarquer les autres. C'est les qualités qu'il faut cocher, vous savez, dans les référentiels de leadership. Il y a un deuxième sens du mot leader. C'est celui-là dont on a besoin, je crois. En vieil anglais, leader, ça vient de leith. Leith, ça veut dire franchir un seuil. Nous avons besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes comme vous, qui sont capables de franchir un seuil vers le monde de demain, c'est-à-dire d'abandonner des vieux systèmes de croyances, d'abandonner aussi des scénarios de vie, des choses qu'ils se sont racontées, pour oser aller dans l'inconnu, et peut-être parfois pour le faire avec simplement un acte de foi. Parce que comme vous l'avez vu, les réponses pour demain, on ne les a pas toutes, les modèles, on ne les a pas tous, mais on a besoin de leaders qui, eux, sont capables de laisser mourir de vieilles représentations du monde pour se projeter demain et pour ensuite en embarquer d'autres. Et si je suis là devant vous, c'est pour une raison aussi très importante, c'est qu'après tant d'années à accompagner des hommes et des femmes dans ce chemin de conscience, ce que je constate, c'est que oui, cette frontière, elle est intérieure. Le boulot aujourd'hui que nous avons à faire, que nous soyons hommes politiques, que nous soyons engagés dans l'entreprise, dans le privé, le public, je crois qu'une grande partie du travail est un travail intérieur que l'on va voir ensemble. La nouvelle frontière, elle est là. Elle n'est pas dans l'acquisition de nouvelles compétences, elle est aussi évidemment dans l'acquisition de savoir, mais le mental ne suffira pas. Le mental métal ne suffira pas. Il faut engager le cœur. Et je crois qu'il faut aussi engager cette dimension existentielle, comme si il fallait que chacun ici présent nous mettions un petit peu notre vie dans la balance. Sinon, nous serons, et je l'ai été pendant des années, rattrapés par nos peurs, rattrapés par nos scénarios de vie, rattrapés par des scénarios de l'ego, et nous n'embarquerons pas dans la transition telle qu'elle doit être faite pour nos enfants. Et je crois que c'est surtout, et c'est ça qui m'a amené à faire tout le travail que Christelle a décrit, qui a amené à interroger des gens, qui a amené à les observer, qui a amené à les accompagner, à faire un livre, à regarder tout ça. Je crois que ce chemin-là, c'est un chemin de libération et d'accomplissement extrêmement profond, que je souhaite à chacun d'entre vous et globalement à tout le monde de pouvoir emprunter. Alors comment on l'emprunte ? Eh bien, on a une ressource qui sommeille en nous. Et cette ressource, elle est spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot spirituel ? Déjà, on évacue tout de suite, si vous êtes d'accord, la spiritualité comme confusion avec la religion. On va parler ici de spiritualité laïque, sans référence à des systèmes de croyances issus de religion.
On va peut-être revenir déjà à la racine. C'est quoi la spiritualité? Spiritualité, ça vient de spire. Hein. La racine, c'est spire. Spire, ça veut dire le souffle. Parler de spiritualité, ça va déjà commencer par parler simplement du souffle et de la vie, tout simplement. Est-ce que je suis traversé par quelque chose de l'ordre du souffle et de la vie? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Enthousiasme, ça vient de théos. Théo, c'est le feu divin, le feu sacré. Est-ce que je ressens cette dimension-là? Ou est-ce que j'ai l'impression, moi aussi, de m'être égaré? Et rassurez-vous, ça m'arrive très fréquemment de m'être égaré dans des scénarios de routine où je suis finalement une petite version de moi-même, branchée sur mes besoins et peut-être déconnectée à la fois des autres et de la nature. Et puis, deuxièmement, on peut peut-être se dire que la spiritualité, on va y voir deux dimensions. Mais avant ça, peut-être encore plus simple, pour ouvrir ce sujet-là. Hein. Parce que derrière, c'est d'ouvrir la transformation. Et souvent, ce que je constate, c'est que la transformation, elle commence par une parole du dirigeant. Et la parole du dirigeant, ça va être simplement, au départ, d'ouvrir son cœur et de dire à ses équipes ou à son comité de direction, et de lui dire, voilà, moi j'ai envie de vous dire ce que j'ai sur le cœur par rapport à la situation que nous vivons. Et puis j'ai envie de savoir où est-ce que vous en êtes vous aussi. J'ai envie de savoir où est-ce que vous en êtes de vos vies. La spiritualité, c'est aussi se poser la question de où j'en suis dans ma vie. Et la deuxième dimension, ça serait de se poser la question de quel est mon rapport à la vie avec un grand V? Quel est mon rapport au mystère de la vie? Quel est mon rapport avec cette nature qui est juste là? Vous voyez, on est tellement pris. Moi, j'étais pris comme vous aussi dans le mental. Je sentais que mon champ de conscience se rétrécissait alors qu'on est dans un endroit merveilleux dans lequel il est tellement facile de se couper quand on est sur nos pensées. Donc vous voyez que parler de spiritualité, ça n'invoque pas nécessairement des croyances, ça invoque simplement de se dire où est-ce que vous en êtes de votre vie et où est-ce que vous en êtes les uns les autres de votre contribution aussi au vivant. Il y a deux grands mouvements, et ça je vous fais un condensé de ce que l'on va voir dans un certain nombre de courants spirituels, mais aussi dans le champ de la psychologie. S'il y a un homme qui a vraiment amené énormément de choses dans le champ du psycho-spirituel, c'est Jung. Et on peut dire que globalement, tous les uns les autres, dans notre cheminement d'hommes, de femmes, donc d'êtres humains, si on va vers notre développement, si on veut aller vers ce développement, il y a deux grandes étapes. Il y a une première étape qui consiste à redevenir qui nous sommes. Deviens qui tu es, cette phrase de Jung qui est un peu paradoxale. Comme si en fait, dans une grande première partie de notre vie, notre éducation, notre histoire personnelle, les rencontres que nous allons faire, le diplôme, les choix que l'on va faire, ont tendance à nous éloigner de nous-mêmes. Nous endossons progressivement des rôles, des masques, des armures. C'est normal. On doit s'insérer dans la société. Et la société appelle un certain nombre de rôles, elle nous appelle à faire un certain nombre de choses. Et vous pouvez considérer tous ces choix-là et toutes ces adaptations que nous sommes tous amenés à faire comme des couches que nous nous rajoutons. Et donc un des premiers mouvements de cet éveil du leader dont on parle ici, ça va être vraiment de revenir à qui suis-je au fond, d'aller enlever les pelures de l'oignon. Je connais très peu de leaders éclairés, inspirants, qui aujourd'hui sont dans le paradigme de demain, qui n'aient pas à un moment donné travaillé sur eux, qui ne soient pas à un moment donné libérés d'un certain nombre de scénarios, et on va voir de l'ego également, qui est évidemment quelque chose de très présent. Vous voyez, Oscar Wilde a cette phrase qui peut vous soutenir et qui est drôle. Il dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Oui, c'est ça. C'est le principe d'individualisation. Jung, il appelle ça, c'est le premier grand mouvement existentiel, notamment qu'on a à la quarantaine, qui est de se dire, mais au fond, bon, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le taf, je me suis adapté socialement, j'ai fait mon trou, j'ai répondu un petit peu, vous savez, à ce que papa, maman, etc. Évidemment, c'est plus subtil que ça. Mais au fond, je suis qui? Et Christelle parlait de cette note. Nous avons tous ici quelque chose en commun, notre humanité, mais nous avons tous aussi quelque chose d'extrêmement singulier. Nous avons tous un cocktail de talent, de force, d'aptitude, mais aussi d'ombre, de blessures. Et ce cocktail-là, c'est notre note. Donc si nous passons en fait l'essentiel de notre vie à vouloir nous conformer et à vouloir être piégés aussi, sans le vouloir d'ailleurs, dans des scénarios de réussite qui sont des scénarios que vous connaissez, qui sont des scénarios d'accumulation, qui sont des scénarios de recherche de statut, qui sont des scénarios de conformité. Si on passe notre temps à ça, finalement, nous ne jouons pas notre note. Nous ne sommes pas qui nous sommes. Être un leader éclairé aujourd'hui, c'est oser ouvrir ce pan-là, se montrer tel que l'on est et aller à la rencontre de qui on est vraiment.
Il y a un deuxième grand mouvement qui est extrêmement passionnant aussi et qui, je crois, est favorisé de façon extrêmement forte par la crise que nous vivons, qui est encore une fois une crise existentielle, c'est-à-dire qu'une crise qui crée les conditions favorables pour que nous allions encore plus vite dans nos questionnements intérieurs. Ce deuxième mouvement, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de découvrir qui je suis. Il ne s'agit pas simplement, finalement, de dire, ben voilà, Romain, tu es comme ci, tu es comme ça, tu as tel talent, tu es un peu communicant, et puis tu as tes trucs, et puis voilà, ça c'est très passionnant, ça m'a permis, moi, de larguer énormément de choses. Typiquement, j'étais un manager, je crois, correct, mais au fond de moi, ça ne m'animait pas. Je n'avais pas le souffle de ça. Donc ouais, j'ai pu larguer des choses, j'ai pu larguer des choses sur le statut, j'ai pu larguer tout un ensemble de choses pour pouvoir enfin oser être pleinement moi, dire les mots à moi. Et j'ai envie de te rejoindre tout à l'heure pour le cadeau que tu as fait tout à l'heure, Karen, c'est sur cette gratitude. Gratitude déjà de pouvoir être soi. C'est une pratique spirituelle extrêmement puissante. Il y en a une moi, que je recommande, c'est effectivement celle-là. Du jeu de se dire merci. Et moi, j'ai envie de dire merci, là, non pas un merci de politesse à transmutation, mais simplement un merci de pouvoir être là, devant vous, parce qu'en étant devant vous, en vous partageant ce que j'ai sur le cœur, je suis dans ma mission. Nous avons tous, et c'est quelque chose que vous allez retrouver dans beaucoup de, là aussi, de traditions, nous avons tous, une fois que nous avons pris conscience de notre note, la possibilité d'amener cette note de façon spécifique au monde. Et c'est vraiment ce que nous dit Jung, il nous dit attention. C'est là une grande confusion qu'il y a sur le développement personnel ou le travail sur soi. Ce travail personnel que l'on peut être amené à faire pour mieux se connaître et mieux s'accueillir, ça ne s'arrête pas là. Notre développement spirituel ne s'arrête pas là. Notre responsabilité spirituelle, c'est ensuite de trouver l'endroit ou de trouver la cause, de trouver l'espace où nous allons pouvoir donner pleinement et sans aucune retenue qui nous sommes. Nous avons cette responsabilité-là, et je crois plus que jamais aujourd'hui, d'offrir ce que nous avons dans le cœur, d'offrir ce pourquoi nous sommes faits autour de nous. Voilà, donc ça pourrait être une définition de cette intelligence spirituelle qui serait la façon de se dire, il est urgent de la convoquer. Il est urgent de se doter de cette capacité que nous avons à suivre des étoiles polaires, même si, au fond, nous ne sommes pas capables d'expliquer pourquoi nous allons dans cette direction. Et donc, il y a vraiment cette idée de je peux me reconnecter à ma nature profonde. Si je me reconnecte à toute ma dimension d'être humain, je vais pouvoir être traversé par des messages. Je vais pouvoir avoir des élans. Nous sommes des êtres d'élan. L'être humain est un être d'élan. Nous sommes des êtres d'enthousiasme. Nous sommes là. Regardez les enfants, comment ils se comportent. Un enfant ne se pose pas toutes les questions d'un adulte. Il fait les choses. Il est traversé, il exerce assez naturellement qui il est. Et puis c'est après que ça se complique. Il s'agit de retrouver cet élan-là. Il va falloir rêver, nous disait Rob Hopkins. Mais comment je rêve si je ne sais plus rêver en tant qu'adulte? Je rêve à partir de ce qui m'anime, du monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et je crois que pour ce chemin-là, c'est vraiment important, et là aussi en résonance avec ce qui a été dit ce matin, sur ce cerveau là, qui pourrait être un muscle que l'on tend. Ça, on sait faire, tendre le cerveau. On est fort. On est moins fort pour détendre le cerveau. De manière générale, nous sommes moins forts pour faire acte d'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est revenir là aussi à notre condition d'être humain. Humilité, humus, homme. Revenir à la terre. Vous, moi, tous ici. Nous sommes des êtres humains, nous avons nos limites et nous sommes confrontés à une situation qui nous dépasse. Ça, c'est le réel. Pour devenir et pour m'engager dans cette transition, je crois que, et de toutes les transformations que j'ai vues opérer chez les hommes et des femmes, le premier mouvement, c'est d'abord de poser un genou à terre. C'est d'abord d'accepter la situation. C'est d'aller se confronter aussi à soi. Je crois que les fils que l'on peut tirer, c'est vraiment, on parlait ce matin de conflit de valeurs. Allons-y. Moi, quand j'accompagne les dirigeants, c'est souvent ça. Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi là où tu es en désaccord. Parlons de tes tiraillements existentiels. Parlons de tes enfants. Et à partir de là, évidemment, on tisse. À partir de là, il y a quelque chose de vraiment de très noble dans l'humilité. Il y a quelque chose dans ce genou à terre qui est de quelque part déposer. Vous trouverez ça dans plein de traditions religieuses aussi. On ne sait plus faire ça parce que nous sommes dans le règne de l'ego et de l'individualisme. Il y a quelque chose qui est de se dire, j'accepte que je ne sais pas où nous allons. J'accepte, je dépose quelque chose, mais en déposant ce quelque chose, finalement, je vais retrouver tout mon pouvoir d'action. Alors, qu'est-ce que j'ai observé, moi, comme aptitude dans cette intelligence spirituelle? Je crois qu'une des premières choses, après avoir vraiment posé cette humilité-là, l'avoir vécue, c'est de se dire, mais au fond,
En tant que leader, en tant qu'homme ou femme de l'entreprise ou d'une organisation, mon principal endroit où je vais pouvoir agir sur le monde, c'est là. C'est là. C'est pas à côté, c'est pas le week-end dans une association. Bien sûr, ça marche, bien sûr, on peut donner, mais votre pouvoir d'action, il est vraiment au sein du travail. Et ça veut dire donc se départir d'un vieux conditionnement dont nous avons hérité depuis l'ère industrielle, qui est de dire le travail n'est pas un lieu d'accomplissement de l'être. Le travail n'est pas un lieu d'épanouissement. Ou alors on va dire ça vient comme une cerise sur le gâteau. Hein, ça vient comme le tout en haut, là, vous savez, le haut de la pyramide de Maslow, pyramide qu'on peut questionner très fortement aujourd'hui. Hein. C'est comme si le besoin d'accomplissement de Maslow qui est tout en haut, il venait que tout à la fin, que pour un certain nombre de happy few qui auraient trouvé la possibilité d'avoir le job de rêve dans la boîte de rêve avec le patron de rêve. Non. On a tous la possibilité de se dire aujourd'hui et progressivement de s'autoriser à dire le travail, c'est-à-dire cette activité qui est ma principale activité d'être humain éveillé, 80 000 heures dans une vie, ce travail, ça va être un lieu d'accomplissement existentiel pour moi. Et j'insiste bien sur le pour moi. Le mouvement dont je vous parle, de ces leaders-là qui changent les choses, le premier mouvement est un retour à soi. Je pense que c'est compliqué, en fait, d'aller parler de raison d'être de son organisation ou de faire des grands projets de transformation si on n'a pas d'abord questionné le pourquoi moi je vais faire ça. En quoi est-ce que ça va vibrer vraiment avec ma vie? Et pourquoi ça ne marche pas, justement, dans les boîtes? Pourquoi est-ce qu'il y a du washing à tous les étages? Qu'est-ce qu'on dit, en fait, dans les entreprises où on dit il y a du washing, c'est-à-dire, ouais, on y va sans y aller vraiment. Hein. Eh bien, on dit que les leaders ne l'incarnent pas. Ça veut dire quoi? Ils ne l'incarnent pas. Ça veut dire qu'au fond, le projet de leur entreprise ou ce qu'ils prônent, ce qu'ils expriment, ne vibre pas directement avec ce qu'ils ont envie de vivre vraiment pour eux. Quand j'ai vendu mon entreprise, quand j'ai fait cette année de jachère, où je suis passé par des moments qui étaient des moments de grand désarroi. Hein, c'est pas, Emery le disait, je ne crois pas qu'il y ait de chemin facile, sinon on ne serait pas tous là en train de se dire comment on y va, comment on fait. Mais il y a une chose que j'ai essayé de ne pas lâcher, c'était de rester au centre, c'est-à-dire de me dire mais qu'est-ce que toi, fondamentalement, tu as envie de vivre? Et j'ai fait un petit peu ma liste au Père Noël. Puis après, évidemment, je l'ai confronté au réel. Mais dans ma liste, il y avait, moi j'ai envie de vivre des aventures, parce que depuis tout gamin, j'adore les aventures. Il y a un endroit où j'ai pas peur. Il y a même un gamin un peu en moi, un enfant intérieur qui est un peu provocateur. Ça m'a amené à parler de spiritualité en France, de faire la spiritualité en entreprise, d'en faire un livre, etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui finalement contribue à ce que j'ai vraiment envie de vivre. Donc j'ai vraiment envie de vous passer ce message-là. Les messages les postures sacrificielles de dirigeants que nous avons apprises, hein, qui est je passe après, hein, ou qui sont je travaille énormément et puis je me pose la question du sens quand j'ai le temps. Je pense que ces postures ont fait long feu et qu'elles ne servent personne. C'est vraiment, je crois, extrêmement important d'ouvrir un espace. Et d'ailleurs, cet espace de je m'autorise dans mon travail, dans mon projet professionnel à m'accomplir pleinement, c'est ce que vous allez retrouver chez les jeunes aujourd'hui. Ceux qui se lancent, ceux qui refusent finalement les scénarios, hein, les carrières dorées dans les entreprises rutilantes, ceux qui vont dans un projet avec un sacrifice de vie, de revenus, de statut, etc., c'est parce qu'ils sont d'emblée branchés. C'est cette source-là qui est de dire « moi, je veux m'accomplir existentiellement ». Alors, qu'est-ce qui va se mettre en travers de ça? Parce que c'est beau, hein, peut-être que vous vous dites « il est intéressant, c'est super, mais concrètement, moi, ma réalité, ça ne va pas être ça ». Alors, parlons-en. Il y a une chose que vous allez retrouver comme obstacle majeur dans le développement d'un être humain, et sur un plan évidemment ici spirituel, c'est l'ego. On va passer juste quelques minutes simplement pour sortir de cette image de l'ego qui serait l'ego, c'est les gens qui ont la grosse tête, c'est Donald Trump, etc., etc. Ce dont je vous parle, ça m'a été transmis par Frédéric Lenoir dans la toute première retraite que j'ai faite avec lui. Et je lui avais dit, parle-nous de l'ego. Vous voyez, là, je vais faire juste le passeur. D'ailleurs, je ne fais que passer des choses que l'on m'a transmises. L'ego, c'est dans les Védas indiennes, hein, si on prend cette structure-là, mais Jung est assez proche finalement. L'ego, c'est un des 2 logiciels de survie avec lesquels nous venons au monde. Quand je viens au monde, j'ai un premier logiciel de survie, c'est le mental. Hein, donc toutes ces facultés cognitives qui me permettent d'appréhender le monde, de projeter, de construire, d'élaborer, de planifier, essentiel. Deuxième logiciel de survie, c'est l'ego. C'est quoi l'ego? C'est une structure psychique que je vais développer simplement au moment où je me sépare de maman et où je prends conscience de mon unicité, ou plus exactement de mon individu, de mes contours. Hein. Si je n'ai pas d'ego, je suis psychotique. Hein.
Si j'ai pas d'ego, j'ai pas de limite, donc en fait, je sais pas où je suis, en fait. J'existe pas en tant que personne. Et donc l'ego va se développer au fur et à mesure des années, et vous allez construire votre ego, évidemment, en fonction de tout un ensemble de choses extérieures, j'en parlais tout à l'heure, de l'ego, etc., de l'éducation, de ce que vont vous dire vos parents, des rencontres que vous allez faire, et puis cet ego, il va se traduire par un certain nombre de décisions, et ces décisions, ça va être finalement de prendre tel ou tel choix de carrière, de prendre telle ou telle entreprise, de faire tel ou tel renoncement, et de rechercher un certain nombre de choses. Et donc vous voyez que finalement, cette structure-là d'ego, représente, Jung en parle autrement, il appelle ça la persona, mais c'est très proche, donc persona, personnalité. On dit quelqu'un, il a une forte personnalité, super. Je me méfie, moi, des fortes personnalités. Parce que Jung savait qu'il nous dit la persona, ça veut dire une chose, ça veut dire masque. Notre ego, ou notre personnalité sur un plan spirituel correspond à des masques que nous mettons les uns vis-à-vis des autres pour rentrer en relation. Ah oui, parce que si moi, Christelle n'avait pas fait un petit peu mon contour, comme ça, vous ne sauriez pas trop à qui je suis. Donc, je suis un peu obligé de me conformer aussi à cette vision-là. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui dit, oui, mais ça, c'est juste une toute petite partie de l'être que je suis. De la même façon que vous-même, vous êtes bien au-delà de votre statut, vous êtes bien au-delà de votre éducation, vous êtes bien au-delà de vos diplômes, vous êtes bien au-delà de votre pouvoir. Votre être est bien plus vaste que ça. Et le problème de ça, c'est que ce masque-là, il nous emmène loin, on va voir ce masque. Ce masque-là, on l'a tellement porté, les uns les autres, qu'on a oublié qu'on l'avait. Nous avons fusionné avec l'ego. Et l'ego a des besoins illimités. Je crois que c'est la grande erreur de notre époque. Et vous avez un grand maître que certains connaissent sûrement, qui s'appelle Eckhart Tolle. Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent, qui a beaucoup écrit sur l'ego, et quelque part qui nous dit, oui, l'ego, c'est peut-être la grande erreur. La grande erreur de l'humanité, des êtres humains, c'est de s'être confondus avec leur ego. De nous être coupés de notre part spirituelle et de nous être réduits à ce petit moi. On appelle ça le petit moi, l'ego. Pourquoi ? Parce que l'ego, il a 3 besoins fondamentaux. Le premier, ça c'est quand on arrive au monde, encore une fois, se sentir protégé, en sécurité. Le deuxième, se sentir aimé, accepté et appartenir. Et le troisième, avoir le sentiment de notre valeur. On arrive tous au monde, on a tous besoin de ça. Donc on pourrait en parler, mais globalement, tout ça, on en a extrêmement besoin, ce qui veut dire que l'ego, dans son rôle protecteur, il va essayer de nourrir ses besoins. Et bien sûr, votre histoire n'étant pas un long fleuve tranquille, la mienne non plus, l'ego va essayer de combler ses besoins en fonction des blessures aussi que l'on va récolter. Ça amène un certain nombre de scénarios dans lesquels peut-être vous vous identifierez. Si mon ego a été mal construit, par exemple au niveau de la sécurité, ça peut m'amener dans des scénarios de contrôle, de manipulation, d'impatience, de manque de confiance. Je ne me sens pas en sécurité, j'accumule. Il y a quelque chose d'assez dingue dans la capacité de l'être humain à accumuler. Quand vous avez un leader ou un homme ou une femme qui accumule, c'est souvent un scénario de l'ego qui n'est pas en sécurité. Deuxième scénario très classique, ne pas être assez aimé. Donc ça, l'ego va m'amener dans des scénarios qui sont des scénarios de recherche d'affection, d'appartenance, de conformité, et de besoin de plaire. Moi, mon ego, il négociait tout à l'heure. J'étais là avec vous, faut que je sois bon quand même. Waouh, c'est impressionnant. Hey, Romain, ton image, machin, tout ça. Ouais, c'est bon, je t'ai vu. On ne se sépare jamais de son ego totalement. Ce qui est intéressant, c'est surtout de l'observer, de le voir et d'avoir de l'humour par rapport à ça. Et puis un troisième scénario de l'ego qui nous enferme souvent, qui nous empêche de nous engager pleinement, cœurs et âmes, dans cette transition, c'est le fait de ne pas être assez. Je ne suis pas suffisant. Et donc ça amène dans des scénarios de recherche de statut, de pouvoir, de surinvestissement dans le travail, de vouloir être le premier, etc. Souvent, on a un scénario dans lequel on est tombé de façon privilégiée. Les leaders que je rencontre, les leaders que vous êtes tous, et que vous êtes aussi tous en puissance, nous avons la capacité de mettre l'ego à distance pour aller connecter l'entièreté de l'être que nous sommes. Et ce qui est vraiment important, parce que j'ai vraiment envie de vous partager ça, c'est que quand on a pris conscience de cette image qu'on projette et qu'on essaye de maintenir, l'ego il démarre le matin quand j'arrive à l'entreprise ou dans mon organisation où je me dis je suis quand même le manager, donc il faut quand même que j'ai le sourire. Ouais, la veille, ça a été peut-être un champ de bataille dans ma vie. Et pourtant non, j'endosse mon costume inconsciemment. Je vous en parle parce que je me suis vu faire ça il y a quelques mois. Okay, ça avait été une catastrophe dans ma famille avec mon fiston. Et le matin, je venais fort mon rôle et je me suis vu à sourire à la première personne. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Qu'est-ce que tu essaies de maintenir ? Et donc, ce qui est très important, c'est que tout ce qui relève aujourd'hui de ces représentations de leaders, à partir du moment où vous prenez conscience de ce masque que vous portez et que vous vous en affranchissez, vous récupérez une énergie extrêmement importante. Est-ce que vous avez vu l'énergie d'Emery Jacquiat juste avant ?
Vous l'avez senti? Est-ce que vous avez senti que c'est sémillant, ça vibre? Pourquoi ça vibre? Parce qu'il y a quelque chose en lui qui n'est plus en train de défendre une image. Il n'est plus en train de se mentir à lui-même et il est quelque part aligné avec ce pourquoi il est fait, ce qu'il aime faire et ce qu'il a envie d'apporter au monde. Et donc ce travail-là sur l'ego est extrêmement important et je crois qu'aujourd'hui, toutes les conditions, les apparences tombent et cette crise nous met de plus en plus à nu et devient de plus en plus facile peut-être la possibilité de s'affranchir de l'ego. D'accord. Et pour finir, les quelques clés, l'ego étant, comme vous l'avez compris, une mise à distance d'un certain nombre de scénarios dans lesquels nous sommes piégés et qui ne sont pas des scénarios de l'être. Quand je vous dis ça, je vais vous donner un exemple qui pour moi a été très marquant. Quand j'ai vendu mon entreprise, que j'avais montée et dirigée pendant 12 ans, que j'ai bien vendue, j'étais content, tous mes copains disaient « Oh, quel succès !» Et je me souviens de ce jour où j'ai signé le document de vente, on était dans une tour à la Défense, je suis reparti avec mon chèque, et il n'y a pas eu une once de joie. Pas de joie. Et pourquoi pas de joie? Parce que j'ai mis du temps à comprendre. Et une de mes enseignantes m'a dit, mais Romain, quand on poursuit des quêtes de l'ego, il n'y a pas de joie à l'arrivée, parce que l'être ne vit pas, ne vibre pas. Et l'ego, comme vous le savez, nous emmène dans des schémas extrêmement répétitifs et surtout sans fin. Il y a une ressource, que l'on peut vraiment ensuite, quand on a commencé à nettoyer l'ego, que l'on peut s'approprier. Cette ressource, moi, je l'ai appelée le noble leadership. C'est-à-dire brancher finalement votre leadership, non pas sur ce qu'on attend d'un leader où on coche les croix dans les écoles de management ou dans les cursus. Oui, bien sûr, il faut adopter un certain nombre de comportements, d'aptitudes, mais ce n'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent en étant pleinement eux-mêmes. Donc qu'est-ce que c'est un noble leader aujourd'hui? C'est quelqu'un qui écoute son cœur, c'est quelqu'un qui écoute ce qui se passe dans le monde, c'est quelqu'un qui a fait le travail de savoir pourquoi il est bon, quels sont ses talents. Et là, on rejoint d'ailleurs la psychologie positive qui nous dit, en fait, vous allez être heureux si vous exercez qui vous êtes vraiment. Ça, c'est des recherches depuis les années 2000 qui disent, mais en fait, on peut rentrer, Emery l'incarne extrêmement bien, dans un cercle extrêmement vertueux. Plus je fais ce que je suis bon, c'est pas français ça, vous avez compris l'idée? Plus je fais ce que j'aime et ce pourquoi je suis bon, plus je gagne de l'énergie. Et plus je peux le faire. Donc vous voyez que le fait de faire un travail sur soi il n'a rien d'un travail égotique. C'est un travail de plus je vais actionner ces leviers d'énergie-là, plus je vais ensuite pouvoir me mettre au service. Et c'est la dernière dimension qui est extrêmement importante. On parle beaucoup de raison d'être d'entreprise. Mais il n'y a pas de raison d'être d'entreprise s'il n'y a pas à un moment donné des leaders qui ont fait un travail également sur leur raison d'être personnelle. C'est-à-dire comment est-ce que leur mission à eux s'incarne. Et on parle vraiment, et c'est une notion que vous trouverez beaucoup, alors qui n'est pas nouvelle dans le champ du développement personnel, mais qui commence à pénétrer vraiment l'entreprise. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on va parler de purpose, on parle de raison d'être personnelle. Et cette raison d'être personnelle, c'est vraiment l'idée de se dire, mon action le matin quand je me lève, est-ce qu'elle va permettre de nourrir ma mission de vie? Alors prenez le mot qui vous convient dans tout ça. Ça peut être job de vie, boussole intérieure, vocation, étoile polaire, légende personnelle. Paulo Coelho, il en parle comme ça. Vous allez retrouver ça depuis l'Antiquité, cette notion de dire, en fait, en tant qu'être, je suis là pour quelque chose. Je suis là pour amener ma note au monde. Encore une fois, si je ne la donne pas, le monde ne l'aura pas. Donc je suis là vraiment, et ce n'est pas l'apanage d'un certain nombre de métiers vocationnels. On a vu plein de vocations, la crise de Covid, les infirmières, etc. On a tous une mission de vie. C'est une sacrée ressource. C'est une sacrée ressource de pouvoir, une fois par semaine ou une fois par mois, se dire, mais au fond, est-ce que j'ai nourri ma mission? Ma mission à moi, je vous la partage, c'est j'accompagne les êtres dans des aventures intérieures au service du monde. Vous voyez, c'est une forme de mantra qui peut prendre cette forme-là ou comme une autre. Je vais vous donner celle de l'ex-patron de Kaby, qui est un ami en France. Lui, c'est « Je transforme les organisations avec amour et humour ». Celle d'un autre dirigeant que j'ai accompagné, qui a fait une retraite, et dans ces retraites, on travaille, on fait émerger cette mission de vie, on l'écoute, parce qu'elle est là, en fait. Et lui, sa mission, c'est « Je redonne dignité par l'entrepreneuriat et le codage ». Qu'est-ce que ça l'a amené à faire? C'était un homme de l'informatique, codeur à l'origine, il adorait ça. Donc vous voyez, ses talents étaient là, il était entrepreneur. Il a monté des écoles d'apprentissage du code dans les centres de réfugiés en Jordanie. Quand vous avez une ressource de cet ordre-là, c'est vraiment une étoile extrêmement importante.
On va dans des temps où il y aura beaucoup de nuages en tant que capitaine. Donc on va avoir du mal à voir les étoiles. Les étoiles, il faut les avoir peut-être dans les yeux et peut-être dans son cœur. Voilà, je vais passer vite là-dessus, peut-être pour finir sur ça, et pour finir sur un exemple. Ça, c'est le Petit Prince, comme vous le savez. Moi, je crois que le tout début du chemin dont on parle, tout ce qu'on a entendu depuis ce matin aussi, je pense qu'on n'y arrivera pas si on n'écoute pas donc, cette partie-là. Il va falloir qu'on agisse et qu'on apprenne ou qu'on réapprenne à agir à partir du cœur, indépendamment de la rationalité. Christophe André, il a cette belle phrase dans une méditation. Il dit « Nous avons le cœur pour choisir et la tête pour décider ». C'est super, on a ces capacités. Il ne s'agit pas du tout, le mental et nos capacités cognitives, on va en avoir énormément besoin. Mais peut-être que nous sommes entrés dans une époque où il ne faut plus laisser uniquement les décisions émaner de cet endroit-là, mais bien et beaucoup plus souvent écouter avec le cœur. Et pour finir, j'avais envie de vous parler de cette entreprise, pour vous montrer que tout ça est très très concret. Cet homme qui est devenu un ami, qui a vécu une des toutes premières retraites avec moi, qui s'appelle Pierre-Yves Antras, il est directeur général d'une société qui s'appelle Haute-Savoie Habitat. C'est un bailleur social en France, en Haute-Savoie. Et son entreprise était engagée depuis un certain nombre d'années dans un programme qui s'appelait Cap Confiance, c'est-à-dire ils ont libéré l'organisation. Ils sont allés très très loin et Pierre-Yves a dit, il y a plusieurs années, il a dit nous allons vraiment ouvrir le champ de la confiance et ça va aller vraiment dans énormément d'autonomie des collaborateurs et ça va jusqu'à la décision maintenant des horaires, des salaires presque. Et puis il est arrivé à un moment donné où cette démarche plafonnait un petit peu, c'est-à-dire il avait engagé la tête, les gens, les collaborateurs suivaient, mais il y avait quelque chose qui n'était pas encore enclenché de cette aventure humaine qu'il avait envie de vivre. Et donc il est allé dans le désert, on est allé dans le désert avec un groupe de dirigeants, et puis le dernier jour, je les ai invités, je leur ai dit, on quitte le désert demain, et je vous propose de dormir seul. Vous choisissez votre dune, vous n'allez pas trop loin du bivouac, mais chacun dort seul. Donc il prend, comme nous tous, il prend un peu de bois, il s'éloigne, et il passe la nuit. Et le lendemain, on se retrouve autour du feu avec les bédouins, et on se raconte ce qu'on avait vécu, et il nous dit, voilà, moi j'ai envie de vous partager quelque chose. Ce matin, je me suis réveillé autour de mon campement, autour de mon petit campement, il y avait des traces de renards. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Petit Prince. Le renard du Petit Prince. Quand il est rentré de ce voyage dans le désert, il a fait une conférence téléphonique avec ses 40 managers. Donc c'était au téléphone, c'était avant le Covid. Et il leur a dit, voilà, je ne sais pas, je rentre du désert, comme vous savez, je suis allé écouter ce qui me traverse. Il avait l'habitude de leur dire qu'il faisait des retraites régulièrement pour nourrir le projet de l'entreprise. Et il a dit cette fois, voilà, ce qui m'est venu, je vous le dis, je ne sais pas comment on va faire, mais on va ouvrir le canal cœur. Et ils ont décidé d'ouvrir le canal cœur. Tous les managers sont partis ensuite, en retraite. Et puis ils sont même partis, pour vous dire, il a monté deux comités de direction de son entreprise, un comité de direction du faire, CODIR que vous connaissez, et un comité de direction de l'être. C'est-à-dire un comité de direction dont la responsabilité, c'est de savoir est-ce qu'en tant qu'entité, nous sommes bien dans le mouvement de la vie, est-ce que vraiment nous sommes dans une raison d'être évolutive, un petit peu comme le dit Frédéric Laloux. Il est même parti pendant 10 jours dans une retraite en silence avec ce comité-là. 10 jours dans un temple bouddhiste, dans une communauté bouddhiste. Voilà, tout simplement pour vous dire, je crois que c'est une des choses qui m'a le plus ému dans ces accompagnements que j'ai pu voir. C'est les témoignages. C'est les témoignages des collaborateurs. Et ce livre, c'est un recueil de leurs témoignages. Vous voyez, dessine-moi une entreprise libérée. Et en fait, il y a tous les collaborateurs qui sont entrés dans cette démarche, qui témoignent de ce que ça a changé dans leur vie, dans leur famille, avec leurs proches, de ce qui a changé dans leur relation avec leur vie, avec leur existence. Voilà, je conclurai là-dessus. Ce qui se passe aujourd'hui et ce que vous avez entre vos mains, ce que nous avons tous, même en tant que responsabilité générationnelle, ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Ça dépasse vraiment de loin tout ce qu'on peut imaginer en termes de projets d'entreprise. Les projets, et nous avons besoin de leaders comme ça qui remettront de la vie, peuvent aujourd'hui vraiment opérer, je pense, un bascule de conscience qui dépasse bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je terminerai sur une formule que je trouve très belle. Alors, peut-être juste rapidement pour vous dire que les lignes bougent énormément. Ça, c'est un appel que nous avons lancé en France avec des milliers d'entreprises qui consiste à dire « il est temps ».
d'oser la spiritualité. Donc des milliers d'entreprises en France ont dit nous ne pouvons plus nous passer de cette ressource et il faut absolument sortir des tabous sur le spirituel. Et puis il y a vraiment cette idée, je vous quitterai là-dessus, la question qui serait peut-être à l'avenir, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça serait remplacé par qu'est-ce que tu fais pour la vie? Je vous remercie de votre attention.